Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un fait marquant qui a eu lieu cette semaine. Il s'agit d'un événement que communément l'on appelle fait divers. Mais peut-on continuer à les qualifier ainsi lorsque c'est si récurrent et que les causes et les conséquences sont toujours les mêmes? Cette semaine, je voulais m'arrêter sur le meurtre perpétré dans une mosquée d'Aboubacar Cissé, malien demeurant en situation irrégulière sur le territoire français. Vous verrez ensuite pourquoi je mets l'accent sur ce dernier point. En premier lieu, je voudrais avoir une pensée et une prière pour ce pauvre jeune homme, et rappeler que personne ne devrait se faire massacrer à coups de couteau. Quant à l'identité du meurtrier présumé, il s'agit d'Olivier H., un Français de 21 ans. C'est ainsi qu'il est présenté par les médias mainstream et notamment par France TV, organe de propagande officiel subventionné grâce à la taxe sur l'audiovisuel public. Manipulation grossière qui a pour but d'exprimer une certaine francité du suspect, là où d'ordinaire elle est peu loquace sur l'origine de l'agresseur quand il est issu de l'immigration arabo-musulmane. En réalité, il s'agit d'Olivier Hadzovic, un Français d'origine bosniaque, issu d'une famille de 11 enfants arrivé en France en 2001 et dont le tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure d'expulsion en 2005. Vous verrez que cette info est extrêmement importante également. Il vit dans un logement social et est bénéficiaire du RSA. Lors du crime, le tueur présumé aurait proféré des insultes envers Allah au moment de poignarder la victime, ce qui indiquerait un motif anti-musulman à son acte. Pourtant, il s'avère qu'au cours de cette semaine, les éléments récoltés par les enquêteurs montrent une motivation dénuée de racisme. Olivier H., ayant communiqué sur ses réseaux sociaux son envie de tuer, de passer à l'acte, et qu'il n'avait aucune idée de à qui il allait s'en prendre, simplement qu'il ressentait l'envie de violer et de tuer. Alors pourquoi cette frénésie politique et médiatique? Dès les premières heures après ce drame, la gauche, d'habitude si prompte à accuser ses adversaires de récupération politique, s'adonne ici à une instrumentalisation intensive et sans vergogne. Cette gauche, qui lors de crimes perpétrés par un individu musulman ou d'origine africaine, accuse la droite de récupération politique, accuse aujourd'hui cette même droite de ne pas parler de l'affaire et de vouloir détourner le sujet. Un exemple flagrant de double standard, de malhonnêteté et de cynisme électoral. Lorsque des élus comme Manuel Bompard sont, je cite, en colère contre l'instrumentalisation ignoble et honteuse du meurtre de Philippine, mais dans le même temps rend un vibrant hommage pour demander justice pour Naël. Ou encore Sandrine Rousseau nous disant qu'il y a une exploitation de la mort de Thomas à des fins racistes, mais qui aujourd'hui demande au ministre de l'Intérieur de poser le terme d'islamophobie sur le meurtre d'Aboubacar. Mais concernant cette affaire, elle monte au créneau, nous parle directement de faits de société, balaie d'un revers de main le terme de faits divers et accuse Retailleau, Zemmour, CNews et Frontières d'être responsables de crimes. En somme, il y aurait les bonnes et les mauvaises victimes et reprocherait donc à la droite de dénoncer les faits divers qui sont contraires aux narratifs et aux intérêts électoraux de la gauche. Continuons à illustrer ce double standard avec le cas Thomas Porte, député de la République. Multipliant les tweets à propos de cette affaire mais faisant preuve d'un silence assourdissant à propos de Lola, Philippine ou Matisse. Ou encore de sa camarade Ercilia Soudet qui, interpellée sur un viol en pleine rue commis par un Guinéen, avait répondu, je cite, « Je suis député, pas responsable de la rubrique faits divers », mais qui depuis s'est subitement découvert une passion pour les faits divers avec le tweet suivant, « Toutes mes condoléances à la famille d'Aboubacar, l'islamophobie tue ». Et que dire de son attaché parlementaire qui a publiquement appelé à la création de brigades d'autodéfense? Imaginez une seconde si après les meurtres de Lola, Philippe, le chauffeur de bus, Philippine, Matisse, Thomas, le père Hamel, la liste est trop longue. Si après tous ces meurtres, les Français avaient créé des milices d'autodéfense. Rien que de l'envisager quasi criminel, le verbaliser vous conduirait à être interpellé par la police dans l'heure et être remis entre les mains d'un juge rouge qui vous condamnerait très durement pour trouble à l'ordre public, appel à la haine, constitution de milice et appel à la sédition. Et terminons ce florilège avec leur chef, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est senti visiblement très inspiré par cette affaire, là où, d'ordinaire, il n'a pas de mots ou bien un service minimum pour les meurtres que j'ai mentionnés juste avant. Mais lorsqu'un meurtre est perpétré dans une mosquée, le clientéliste Mélenchon se fend de nombreux et longs tweets pour nous expliquer les dangers de l'islamophobie de l'extrême droite et du silence de la classe politique. Tandis que lorsqu'un Tunisien égorge 3 chrétiens dans une église à Nice, notre camarade Merluche se contente de 2 phrases succinctes. 2 poids, 2 mesures, vous dites? Apparemment, la gauche aurait donc le droit de produire une analyse entière de la société, à partir d'un unique fait divers, là où nous n'aurions pas le droit de faire de même pour l'immense majorité des attaques commises par des musulmans envers des non-musulmans, faisant de vous, de nous, de facto, des odieux fascistes.
Je reviens encore sur cet élément, CNews, Zemmour, Frontières, Pascal Praud seraient responsables de ce drame. Pourtant, j'aimerais interroger M. Mélenchon sur l'égorgement de Stéphanie par Jamel Gorchen. Cet homme était fan d'Edoui Plenel, de Mediapart, de Bonjour Tristesse et bien entendu de Jean-Luc Mélenchon, partageant très régulièrement ses tweets. Peut-on dire que toutes ces personnes sont responsables de la mort de Stéphanie? On pourrait même se permettre de pousser le raisonnement un peu plus loin. Est-ce que tous les fanatiques qui tuent des Français depuis des années ne font-ils pas partie de son électorat ou de son potentiel électorat, son public cible? Mais si donc les musulmans auraient donc peur pour leur vie en France, après un attentat survenu en Nouvelle-Zélande il y a plusieurs années et ce meurtre survenu à Grande-Combe? Alors qu'en est-il de l'état d'esprit des non-musulmans dans ce pays qui se font tuer chaque semaine depuis plus de 20 ans? Que ce soit les attentats revendiqués, Nice, le Bataclan, ou bien les balles de village, la cigarette de travers ou le regard refusé. Mais derrière ce cynisme, que se cache-t-il? Une fuite en avant de la gauche qui a depuis longtemps perdu son électorat historique. Les producteurs et ceux qui travaillent autour, avec ces producteurs, la France des Gilets jaunes. Encore et toujours cette gauche qui, après le énième meurtre d'un musulman sur un non-musulman, vient nous dire que nous faisons de la récupération politique et que nous nous servons de ces faits divers pour faire avancer notre agenda idéologique. Notons ici qu'un agglomérat de faits divers n'est plus un fait divers, mais bien un fait de société. Consciente que pour se maintenir politiquement, elle devait se trouver un nouveau électorat, et fait all-in sur un prolétariat d'importation, sans voir qu'ils finiront eux-mêmes par se faire submerger politiquement par ce prolétariat d'importation qui voudra, tôt ou tard, sa part du gâteau et n'acceptera plus d'être utilisé par ces bourgeois blancs de gauche. Enfin, le summum de l'indignité lorsque notre Merluche nationale organise une manifestation contre l'islamophobie suite à ce fait divers en nous sortant ses meilleures larmes. Où étaient ces larmes pour Lola et Philippine? Pourquoi certaines victimes mériteraient-elles plus d'indignation que d'autres? Mais cet homme est un pyromane, galvanisant les éléments les plus extrêmes et dérangés de la secte coranique, autant de possibles représailles qui fera couler le sang des Français, tout cela afin de gagner son ticket pour le second tour de l'élection présidentielle. Je voudrais que l'on s'attarde quelques instants sur ce tweet, qui est à mon sens le plus dangereux. L'islamophobie tue, tous ceux qui y contribuent y sont coupables. Donc, qualifier quelqu'un d'islamophobe, c'est l'associer au meurtrier d'Abou Bakar. C'est comme cela que l'on en vient à avoir des professeurs décapités. Car coupable d'islamophobie selon leur meurtrier. Qualifier quelqu'un d'islamophobe, c'est lui mettre une cible dans le dos, c'est faire de lui, de facto, un coupable. Et un coupable doit être puni. Et dans l'islam, il doit être sévèrement puni, alors il est donc justifié de lui ôter la vie. Pourquoi cette complaisance envers certains discours? Pourquoi cette haine à sens unique? Parce qu'une partie de la gauche a besoin de ses victimes. Elle a besoin de minorités à défendre pour exister. Quand un drame ne rentre pas dans cette grille de lecture, il est ignoré, relativisé, effacé. Mais l'opinion publique, elle, n'est pas dupe. Elle voit, elle compare, elle se souvient. En résumé, la gauche essaie de faire croire aux musulmans que désormais, le français lambda pourrait s'en prendre à eux à tout moment. Mais la réalité est tout autre. Tout est aux questions ici d'immigration et de multiculturalisme. Souvenez-vous, en début de vidéo, j'insistais sur les origines ethniques du suspect et de la victime, ainsi que de leur statut. Car c'est un point essentiel dans cette affaire. Le présumé meurtrier, un fou furieux, issu d'un père d'origine musulmane, comme le laisse entendre le nom de famille Hadzovic, dont la famille aurait dû être expulsée il y a plus de 20 ans. Donc un profil absolument pas représentatif du français moyen. En somme, un gitan bosniaque poignarde un migrant musulman malien dans une mosquée, d'une localité emplie de multiculturalisme. Et l'on voudrait transformer le narratif en les méchants français islamophobes qui persécutent et tuent les musulmans. Disons les choses comme elles sont, il n'y a aucun Français impliqué dans cette histoire. Le plus fou dans tout ça, c'est que l'extrême droite est ciblée par des crimes commis par des immigrés, Justin P, Olivier H, qui n'auraient pas pu être commis par ces immigrés si justement l'extrême droite avait été au pouvoir. Pour clore ce sujet, quels enseignements tirer de cette séquence? Premièrement, que c'est par cette idéologie cosmopolite et multiculturaliste que les conditions de ce meurtre ont été rendues possibles. Abou Bakar aurait dû vivre parmi les siens en Afrique et Olivier, si son père avait été expulsé au début des années 2000, n'aurait jamais rencontré Abou Bakar. Alors on me rétorquera que je ne fais que déplacer le problème et qu'Olivier aurait tué en Bosnie. Oui, peut-être, mais si tout le monde commençait par se concentrer sur les problèmes de sa localité avant de vouloir résoudre les problèmes du monde entier, le monde entier se porterait bien mieux.
Mais c'est cette même argumentation qui pousse Sandrine Rousseau à dire qu'il est préférable d'avoir des terroristes afghans en France afin de mieux les surveiller plutôt qu'ils soient en Afghanistan et qu'ils commettent leurs crimes là-bas. Puis ensuite de voir des laïcs utiliser les évangiles de façon malhonnête en citant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », une sorte de justification à accepter tout et tout le monde. Pourtant, les évangiles étant rédigés dans le monde romano-hellénique, le terme proximus, le mot latin pour prochain, désigne celui qui m'est semblable, celui qui me ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est avant tout une injonction à aimer son voisin dans un premier lieu. Et cela va de pair directement avec la charité. La charité, c'est un fondement essentiel du christianisme, mais ça consiste en premier lieu à aider ton voisin, puis si tu le peux, quelqu'un de ton quartier, puis de ta ville, puis de la ville voisine, etc. C'est pourquoi l'utopie cosmopolite et multiculturelle ne peut pas fonctionner. Comment vivre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes mœurs, les mêmes codes sociaux culturels, la même vision de la justice? Les sociétés issues de la culture chrétienne ont établi une justice basée sur le pardon et la miséricorde, mais cette justice est inefficace contre des individus dont la vision de la justice est basée sur la loi du talion. Je ne parle pas ici de couleur de peau, des Noirs et des Arabes le sont culturellement dans son monde issu de la culture chrétienne, et bien entendu que des Blancs sont totalement déculturés, et ont adapté les codes et les usages d'autres cultures d'importation. Il est évident que je me sens bien plus proche et solidaire d'un chrétien syrien, où j'y vois mon prochain, plutôt que d'un blanc de cité habillé en TN et Lacoste. Le multiculturalisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, n'est pas une richesse. Il est une juxtaposition de communautés, souvent opposées, parfois hostiles, toujours concurrentes. Le modèle français craque, les tensions s'accumulent. Le vivre ensemble devient un mot vide, creux, cynique. Parlons un peu plus du multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est la Russie et ses 190 ethnies. La Russie, un pays? Non, une fédération de pays. Les Russes vivent dans les grandes plaines de l'Ouest russe, les Tchétchènes musulmans vivent en Tchétchénie, les minorités ouzbèques, kazakhs vivent soit dans les 10 pays, soit dans les zones frontalières du territoire russe. Le tout étant maintenu en place par un pouvoir autoritaire fort. Donc, un ensemble partitionné où chaque communauté vit de son côté sous la coupe d'un pouvoir fort tenu par une main de fer. Voulons-nous vraiment une société comme celle-ci? Le multiculturalisme, c'est aussi le Brésil, avec une société extrêmement fractionnée. Un système de strates où les Blancs, qui sont les plus aisés, vivent dans des quartiers sécurisés, les Métis constituant la classe moyenne, vivent dans un climat de tension permanente, et où les Noirs, constituant la dernière strate sociale, vivent dans les bidonvilles où règne la criminalité et la drogue. Le multiculturalisme, une société raciale est profondément inégale. Enfin, le multiculturalisme, c'est l'Afrique du Sud, avec, il y a plusieurs décennies, l'apartheid et aujourd'hui la chasse aux Blancs et des meetings politiques où des orateurs appellent ouvertement à tuer des Blancs. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, aucun de ces modèles ne me fait rêver. Aboubacar est mort. C'est une tragédie, comme l'étaient les morts de Philippine, Lola, Thomas et tant d'autres. Mais la vraie leçon de ce drame n'est pas celle que les idéologues veulent nous vendre. Ce n'est pas l'extrême droite qui a tué. Ce n'est pas la France raciste. C'est un homme fou, déséquilibré, issu d'une immigration que l'État ne maîtrise plus. Le multiculturalisme ne produit pas l'harmonie. Il produit le chaos, l'incompréhension, parfois la haine. Il est temps de nommer les choses, de refuser les récupérations et surtout de regarder la réalité en face. La vérité n'a pas de camp. Elle ne sert pas d'agenda. Elle dérange.